ferme qui est riche d'une longue histoire, j'en parlerai un petit peu plus longtemps. Et c'est une ferme familiale depuis 8 générations. Donc là vous avez les grandes lignes de la présentation de mon projet. En gros, je m'installe cette année, mais ça fait 3 ans que je travaille sur la ferme. J'ai 26 ans et la ferme actuellement est en grande culture biologique. Grande culture, c'est les céréales, les légumineuses comme les lentilles, le tournesol, toutes les cultures qui sont sur plusieurs hectares. Ça demande des surfaces plus importantes que pour le maraîchage. Donc, mon projet, c'est aussi de créer un atelier de transformation sur la structure déjà existante. Donc, pour me présenter, je m'appelle Mathieu Tabar, je suis la 8e génération sur la ferme. Donc, mon père est encore en activité, il a 52 ans. Et mon papy travaille encore un petit peu sur la ferme parce qu'il a son potager et on est bien content. J'ai suivi une double formation d'ingénieur en agriculture à l'école d'Angers, à l'ESA, et puis un master spécialisé en agroécologie qui m'a permis de voyager dans différents pays, notamment la Norvège et le Brésil, qui a été en 2014 le lieu de ma conversion. C'est-à-dire qu'avant je cheminais loin du bon Dieu et il m'a rattrapé quand j'étais dans les favelas au Brésil. J'ai vécu pendant 2 mois. De là, en fait, cette conversion, elle a aussi été une conversion de mon projet de vie, c'est-à-dire qu'avant, je me posais vraiment la question de reprendre la ferme ou pas. J'avais l'ambition de créer une entreprise qui promeut la vente directe pour les agriculteurs. Et en fait, cette conversion m'a amené à considérer le fait que travailler sur une ferme, c'est déjà militer pour les agriculteurs. Donc je me suis dit comment est-ce que je pouvais essayer de faire le bien pour le Seigneur à travers ce que j'avais déjà. Et en l'occurrence, c'était cette ferme. En 2015, donc à mon retour en France, j'ai découvert les Journées paysannes. Ça a aussi été un élément fondateur pour ma vie. J'ai pu comprendre que la foi chrétienne s'incarnait aussi dans les réalités quotidiennes. Et ça, c'est encore très fécond dans mon projet de vie aujourd'hui. Et en 2019, donc cette année, je prévois à la fois de m'installer et de me marier. Donc c'est une année charnière pour moi et je profite pour remercier Anne-Claire qui a fait ce diaporama. Et j'aimerais qu'il fonctionne. Donc là, c'est pour vous présenter un petit peu la situation géographique de la ferme. On ne voit pas très bien, mais l'idée c'est de comprendre qu'au centre de nos parcelles, il y a le siège d'exploitation, donc là où il y a tous les bâtiments, j'aurai une photo après à vous montrer. Il y a aussi ma maison et le fournil. Le fournil, c'est quelque chose que j'ai monté lorsque je suis arrivé après mes études en 2016. Je me suis dit, j'aimais bien faire le pain. Et comme j'avais ce projet d'installation et que je voulais aussi apporter ma petite pierre à l'édifice, j'allais en faire de manière professionnelle. Donc j'ai commencé, j'ai pas envie de vous raconter tout d'un seul coup parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc je parlerai des fournils après. L'idée, les chiffres clés du parcellaire, donc vous voyez déjà qu'il est assez groupé autour de la ferme, donc ça c'est un avantage pour un agriculteur parce qu'on n'a pas à faire des kilomètres pour se déplacer. Donc ça c'est une vraie chance. On a une partie de nos terres, on est dans le pays de Rennes. Je ne vais pas se situer géographiquement à l'échelle de la France, mais ça se trouve au sud de Nantes. Et c'est les terres les moins chères de France. C'est-à-dire qu'on est à 1700 € de l'hectare, grosso modo. Et c'est très difficile, en principe, de cultiver sur ces terres-là. Donc, c'est plutôt des terres d'élevage. Nous, comme on n'a pas peur du ridicule, on s'est mis à faire des cultures essentiellement. Et donc pour pouvoir cultiver, c'est impossible sans drainage. Donc on a quasiment toutes nos terres qui sont drainées et 20 hectares à peu près qu'on peut irriguer. Donc là c'est pour vous situer. On a 44 parcelles dont ça fait une moyenne de 3 hectares 8. Des parcelles de moins d'1 hectare et la plus grande parcelle fait 12 hectares. Voilà. Donc là, vous avez une photo du siège d'exploitation. Ça va me permettre de vous parler un petit peu de l'histoire de la ferme. C'est-à-dire que vous voyez un grand bâtiment qui a été construit il y a 20 ans parce qu'on avait des vaches laitières. Et donc les vaches laitières, ça a toujours été présent
sur la ferme, dans la famille. Sauf que, de par l'histoire de notre ferme, ouais, il y a vraiment un problème d'animation, c'est pas grave. De par l'histoire de notre ferme, on a été obligé de se séparer du cheptel en 2008. Enfin, on n'a pas été obligé formellement, mais par la conjoncture. C'est-à-dire que l'histoire ancienne de la ferme, elle commence donc, au XIe siècle. Ça a toujours été une seigneurie où il y avait grosso modo 6 familles qui vivaient sur les terres qu'on cultive aujourd'hui. Et pendant les 30 glorieuses, grosso modo, donc quand mon papy cultivait la terre à l'Infrenière, on est passé de 30 hectares à 165 hectares de terre cultivée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez général en France. En gros, il y avait les personnes, le voisin qui partait, il n'y avait pas de repreneur, on a repris les terres. Donc ça a créé une structure conséquente, pour pas dire grosse. Aujourd'hui, c'est pas non plus énorme dans les fermes qui sont autour de chez moi. Et en fait, dans l'histoire récente de cette ferme, quand mon papa s'est installé dans les années 70, il y avait des vaches laitières, des cailles de ponte, des faisans, des perdrix, et les grandes cultures et des veaux labels. Donc, il a commencé à travailler avec son père et sa mère, donc mes grands-parents. Ils ont cultivé ensemble et élevé ensemble toutes ces choses qu'il y avait sur la ferme. Et c'était trop pour une seule personne. Donc, ce qui devait se passer est arrivé, c'est qu'on a eu plusieurs problèmes économiques. Donc, ça veut dire qu'on a eu, ayant pris un salarié pour pouvoir pourvoir au travail qu'il avait à faire sur la ferme, on a eu un petit peu des déboires, notamment une année où aucune vache n'était pleine par l'insémination. Donc, aucune vache pleine sur une année, c'est un peu compliqué à gérer. Donc c'est là qu'on s'est séparé du cheptel, on a tout vendu en 2008. Après, sur la faisanderie, on a eu un problème de suspicion de maladie Newcastle. Donc l'intégralité du cheptel a été abattue. Donc c'était aussi une lourde épreuve aussi économique parce que pendant 7 mois, on ne savait pas comment payer les personnes qui travaillaient à la ferme. C'est suivi de ça la crise de la livre sterling. Notre client principal, il se trouve en Angleterre pour le gibier. Et du coup, ça a plongé un peu la ferme dans des difficultés importantes. Donc l'activité culture a permis de financer temporairement l'activité élevage, mais la trésorerie, petit à petit, s'amenuisait. Et du coup, on en est arrivé à une situation... Alors, aussi chose importante qu'il faut préciser, cette période de difficulté, c'est aussi une période où mes parents se sont séparés. Et ça m'a aussi permis de prendre conscience du bonheur que ça peut être de vivre en famille sur une ferme et du malheur que ça peut devenir quand les choses vont mal. Mais en tout cas, ça permet de considérer la profondeur et puis de la relation famille, travail dans le monde agricole. Donc, quand je suis arrivé sur la ferme, fin 2016, on se trouvait dans une situation où on avait 230 000 € de prêts restants à rembourser. Ça représentait 50% de la rentabilité de la ferme. Tout à l'heure, on a déjà parlé de BE. Le BE, en gros, on a le chiffre d'affaires, ce qu'on vend. Le BE, c'est ce qui nous reste pour payer les emprunts et nous payer nous-mêmes. Donc, en gros, on a 50% de la rentabilité qui était prise par les banques, pour payer nos prêts. On avait des dettes de court terme importantes, donc des fournisseurs qui n'étaient pas payés. On avait une dette de 30 000 € à la MSA. Et une trésorerie négative. Voilà la situation d'installation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que papa est parti en vacances pendant une semaine, et c'est là que j'ai mis un petit peu mon nez dans le bureau, parce qu'il fallait faire, et j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'on recevait beaucoup de lettres de relance d'impayés, des soldes de comptes pour nos différents fournisseurs, qui étaient en attente, des échéanciers à programmer. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je vois vraiment ça comme une opportunité. C'est-à-dire que plutôt que baisser les bras et puis laisser la ferme à l'abandon et qu'elle soit reprise par des voisins, je me dis, pourquoi pas en faire un lieu de mission.
Donc aujourd'hui, ma mission, c'est de trouver une solution pour que cette ferme elle puisse continuer de vivre et moi avec. Donc, Donc l'idée, je vais vous parler de la vision globale du projet. Aujourd'hui, cette vision que j'ai, qui est tirée de la prière et puis de mes différentes expériences, c'est ce qui me permet de dire, aujourd'hui on en est là, mais demain on voudrait être là-bas. C'est la différence avec une création d'activité, c'est-à-dire que je ne fais pas ce que je veux, et je sais que ça prendra du temps. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas des choses forcément qui sont effectives sur notre ferme, mais c'est des choses que j'ai dans le viseur quand je prends des décisions avec papa. Ce qui me guide particulièrement, ça c'est plus personnel, c'est la devise bénédictine, donc Pax, la paix, et cette paix qui est dans les monastères bénédictins le fruit de l'ordre, de la règle. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est inspirant pour un agriculteur. Comment est-ce qu'on met les choses en ordre? Où est-ce qu'on met l'argent? Où est-ce qu'on met Dieu? Où est-ce qu'on met la famille? Pour qu'au final, il y a un ordre paisible qui se crée sur notre ferme. Et la triple alliance des journées paysannes, je vous disais déjà que la rencontre avec les journées paysannes en 2015, ça a été fondateur pour ma vie. C'est notamment cette notion de triple alliance, voulue par Dieu dans la Genèse, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme, et entre l'homme et la terre. Donc comment est-ce que ça se traduit concrètement? D'une part, en fuyant la fausse économie, ce qu'on a eu l'occasion d'être présenté par Marc Chesnay, merci, qui consiste à servir l'argent. Donc fuir ça, donc moi ça se traduit de trois manières. En essayant de m'affranchir du marché mondial agricole, en essayant de m'affranchir des financements bancaires, quand c'est possible, et en essayant de m'affranchir des subventions. Je vous rappelle, ça c'est mon projet, c'est pas ce qui est effectif. Quand on voit là où on en est aujourd'hui, on a encore besoin, il y a un delta avant qu'on puisse mettre ça en pratique concrètement. Et dans un deuxième temps, de choisir Dieu comme chemin vers la vraie économie. Donc ça nous a été présenté par Emmanuel ce matin, la vie de la maison, la gestion de la maison. Et ça se traduit en prenant soin des familles qui travaillent à la ferme, en leur permettant d'avoir du temps pour se retrouver et les revenus qui permettent de vivre, en prenant soin de la vie de la terre et en prenant soin de la cité. Donc ça, c'est des belles paroles. Et voilà ce que j'essaye de mettre en place. Ah, dommage, je passe dans cette coupe. Voilà comment est-ce que j'ai le projet d'incarner un petit peu cette vision que je vous ai présentée. D'une part, par l'agriculture biologique, ça a été mis en place en 2010 par mon papa. D'abord par un souci économique plus que idéologique. Donc notre entrée dans l'agriculture biologique en 2010, elle a été économique, donc ça veut dire qu'on pouvait vendre nos produits plus chers. Sauf que papa s'est retrouvé confronté à une réalité, c'est qu'on ne peut pas faire de l'agriculture bio comme on fait de l'agriculture comme on avait l'habitude de faire, l'agriculture dite conventionnelle. Donc l'agriculture biologique, pour nous, spécifiquement, c'est pas du tout un jugement. Ça a été l'occasion de nous reconfronter à la vie du sol et au fait que servir le bien de la terre qu'on cultive, ça peut aussi nous profiter. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être 2 fois où j'ai l'impression que mon banquier il a voulu se reconvertir. La première fois, c'est quand il a vu la différence entre la structure qui était en conventionnel chez nous et la structure qui était en bio. Il ne comprenait pas en fait qu'il n'avait pas forcément l'expérience du milieu agricole, il n'arrivait pas à comprendre qu'en faisant un chiffre d'affaires qui était bien moindre, eh ben, on arrivait à un EBE qui était plus important. Un EBE, je vous rappelle, c'est ce qui nous permet de payer la banque et nos revenus. Donc là, il était un peu estomaqué. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la vente directe. Donc là, en fait, il s'est aperçu qu'avec un chiffre d'affaires peut-être divisé par 4 ou par 5 par rapport aux cultures, eh ben, on peut faire vivre 2 voire 3 fois plus de monde sur la ferme. Donc là encore, j'ai eu l'impression que mon banquier allait se convertir. Et donc, l'agriculture biologique qui nous tire vers le sol, tire notre attention vers le sol, et qui nous permet de voir que ça peut être profitable. On a aussi la mise en place de la vente directe en 2017, qui nous a permis,
qui nous permet déjà un petit peu aujourd'hui de nous affranchir de la dépendance bancaire, c'est-à-dire que plutôt que contracter un prêt court terme à la banque, on va attendre l'encaissement des chèques de la MAP. En gros, les AMAP, c'est un système qui permet d'avoir une avance de trésorerie pour les producteurs. Ça veut dire que en janvier, j'ai pu encaisser les chèques sur le pain que j'ai vendu à mes clients qui correspondent aux commandes de janvier, mars, avril. Donc ça fait une avance de trésorerie qui m'a permis de ne pas avoir besoin de demander à la banque de l'aide. Donc cette vente directe nous permet de nous affranchir un peu de la banque. Elle permet de s'affranchir des marchés agricoles. On a la chance aujourd'hui d'avoir une clientèle qui se fidélise, qu'on connaît, on connaît nos clients par leur nom, et c'est plus intéressant de dépendre de la satisfaction de ses clients plutôt que des désirs de nos banquiers. Ensuite, la vente directe, je la vois aussi comme une source de revenus. C'est dommage, je voulais vous apporter un livre qui s'appelle La chrétienté médiévale, modèle de développement, qui a été écrit par Léon Delatouche. Mais il y a un paragraphe dans ce livre qui m'a beaucoup touché, c'était la répartition des tâches entre la femme et l'homme dans une ferme familiale au Moyen-Âge. C'est-à-dire que si le coût du chapon était très bas et que le coût du blé augmentait, c'est pas pour autant qu'ils allaient produire plus de blé que de chapon, parce que le blé servait aux gros investissements et le chapon servait à l'économie de la maison. Donc en fait, les deux avaient une vocation propre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que je vois la vente directe chez nous, à la ferme. C'est que l'objectif de la vente de pain, c'est de pouvoir tirer un revenu. Pourquoi? Tout simplement parce que le pain, on le vend tous les mois, on le vend toutes les semaines. Et du coup, c'est un revenu régulier qui permet de payer des salariés et de se dégager un salaire convenable. Je parlerai après de ce qui est convenable. Ensuite, il y a un autre avantage auquel j'avais peut-être pas assez conscience quand j'ai commencé de la vente directe, mais c'est faire vivre la cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère ça aussi comme une mission de pouvoir mettre en place des marchés de producteurs, même s'ils ne sont pas rentables à court terme, dans des lieux où il n'y a plus de commerce. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais rencontrer d'autres agriculteurs qui ont monté un petit marché sur la commune à 2 pas de chez moi, parce qu'il n'y a plus de boulangerie, il y a juste un coiffeur, il n'y a pas de café. Et ça porte vraiment, on sent qu'il y a une crise profonde dans les petites communes, et être présent, essayer de mettre en place des animations pour que le marché fonctionne et pour redonner de la vie à la commune, ça a presque autant de poids dans mes décisions que les revenus que je vais pouvoir en dégager. Ensuite, il y a l'installation comme un moyen pour arriver à la vision que je vous ai présentée. L'installation parce qu'en fait, elle se fait service des familles, dans le sens où c'est la continuité d'une œuvre familiale, ça veut dire que c'est pas moi qui l'ai décidé. La ferme est comme elle n'est pas comme je l'aurais rêvé, mais en essayant de la tirer vers quelque chose qui est plus sain pour la famille que je veux fonder, ça me donne du sens. Il y a aussi dans l'installation une volonté de projet global, d'unir, comme je vous parlais de la triple alliance, la vie de famille avec la vie professionnelle. Donc là encore, ça se fait service des familles, comme la prise de conscience que mon travail doit pouvoir me faire vivre, moi, ma femme et mes enfants, si Dieu le veut. Ensuite, il y a, ça va nous être présenté dans la suite des journées, mais c'est la volonté de permettre la capitalisation, la répartition, la distribution de la propriété. On a parlé de distributisme. L'objectif pour moi, c'est que les personnes qui viennent travailler avec moi au pain puissent capitaliser soit en prenant des parts dans la ferme, soit en s'installant par leurs propres moyens. Donc c'est de voir, d'avoir une logique d'installation. Comment est-ce qu'on peut permettre à des jeunes de s'installer aujourd'hui? Pour vous donner un exemple, j'ai un ami qu'on a pu prendre en salariat très récemment pour pouvoir développer un peu la vente directe.
Et mon objectif aujourd'hui, c'est pas de me dire je veux augmenter son salaire, c'est pas de me dire je veux qu'il fasse telle tâche, c'est qu'il puisse prendre ses responsabilités pour un jour s'installer soit avec moi, soit ailleurs. Donc le service des familles par l'installation. Il y a aussi des projets dont je voulais vous parler qui ne sont pas encore effectifs, mais que j'ai aussi envie de dire, c'est la négociation avec les industriels. Aujourd'hui, et ça, j'ai beaucoup appris encore une fois ce livre sur la chrétienté médiévale, de lier le marché agricole au marché industriel. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le marché industriel, c'est une concurrence monopolistique, tandis que le marché agricole, c'est une concurrence parfaite. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les industriels, pour un prix qui va avoir tendance à augmenter parce qu'ils spécifient le marché, ils vont avoir un produit agricole qui est de moins en moins cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème de rentabilité et de marge très importante pour les acteurs intermédiaires. Donc, concrètement, notre objectif aujourd'hui, c'est de se lier à une minoterie et des clients boulangers de cette minoterie. Et on s'est assis autour d'un café un matin et on a dit ce qu'il nous faut, c'est du blé à 600 € tonne, de la farine à 1,20 € le kilo et un pain à 7 € qui peut être vendu aux clients qui sont dans l'attente d'avoir ce genre de produit. Donc la création de filières, ça peut aussi passer par la négociation avec les industriels qui nous permet d'augmenter nos prix, qui nous permet de moins dépendre des subventions. J'ai fait le calcul aujourd'hui, on dépend à 25% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire 25% de ce qu'on vend ou de ce qu'on gagne, c'est lié aux subventions européennes, à la PAC. Donc l'objectif pour moi, c'est simple, c'est de vendre mes produits 20% plus cher en moyenne, pour ne plus être dépendant de ces subventions. Parce qu'en fait, c'est intrinsèquement vicié. Le fait qu'il y ait des subventions, c'est parce que les prix agricoles sont tout le temps en baisse, comme je vous en parlais. Donc comment est-ce qu'on lutte contre l'attentisme? C'est qu'on essaye d'augmenter ces prix en négociant. Donc ça, c'est quand c'est possible, bien sûr, ça dépend des circonstances. Et puis le dernier moyen que je vois pour arriver à la vision dont je vous ai parlé, c'est la limitation à la notion de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ayant fait un budget prévisionnel, je sais que j'ai besoin de 270 kilos vendus par semaine pour pouvoir faire vivre 2 personnes à temps plein. Ça me permet d'avoir des indicateurs concrets qui me libèrent des chiffres et me donnent un fil de conduite. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de chercher à produire toujours plus. J'ai besoin de chercher à trouver une cohérence entre ce que je vends et ce que je fais de l'argent reçu. Donc, j'ai fixé un seuil à 100 € par jour et puis par personne. 100 kg de pain, pardon. 100 kg de pain par jour et par personne vendue et pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous donner un peu une idée du développement de la vente directe. Le deux cheval de bataille, aujourd'hui, une fois qu'on a vu que le système peut être rentable, on se concentre sur 2 choses. La qualité des produits, la qualité du pain qu'on fait, en se formant, en posant des questions à d'autres boulangers, en dégustant du pain, et la relation client. C'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre le prénom de nos clients, on essaye de faire en sorte que la personne qui fait le pain soit la personne qui vend le pain, et pour l'instant ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a commencé à 1 000 € de chiffre d'affaires mensuel, et là on est aux alentours de 5 000 €. On voit un gros pic, c'est parce que je suis parti en vacances, et que j'avais encore personne pour me remplacer. Voilà. Donc en conclusion, il me reste du temps. Ok. En conclusion, je dirais qu'il y a une attitude paysanne vis-à-vis de l'économie, une attitude qu'on pourrait étudier par le biais de la subsidiarité dans l'expression de l'Église, c'est-à-dire qu'on met un ordre dans les choses, la famille avant la cité et surtout la cité avant l'empire économique. Ensuite, la notion de l'attitude qu'on peut avoir entre prudence et providence, ça veut dire que moi je m'installe aujourd'hui, je crée un budget provisionnel, j'entreprends quelque chose qui a vocation à me faire vivre, donc je prends la mesure du poids que ça peut représenter. Donc je reste prudent et je budgétise, mais une fois que ce budget est fait, j'essaie de m'en détacher au maximum. Parce que sinon on peut, je témoignais à Frère Eric tout à l'heure, mais que des fois je me suis retrouvé
dans le cadre de mon installation, à travailler une demi-journée ou une journée complète sur les chiffres, ça peut tourner la tête. On peut en fait perdre le sens de ce qu'on essaye de mettre en place. Donc ça veut dire que bien sûr il faut faire un budget prévisionnel, parce que ce serait peut-être imprudent de le faire, mais après il faut se mettre en face de Dieu et trouver des indicateurs qui peuvent être le moins connectés possible avec le bilan. Ça veut dire que plutôt que regarder le chiffre d'affaires ou l'EBE, je vais regarder la qualité de mon pain, je vais discuter avec mes clients, je vais aller faire un tour de champ pour voir ce qui s'y passe. Ça c'est lié aussi à la conscience que le soin de la terre en agriculture biologique, il peut être profitable. Ensuite, une attitude de gratuité et de liberté. Ça veut dire que l'objectif de mon travail, c'est aussi de pouvoir ménager des espaces de gratuité. Ça veut dire pouvoir être capable de dire « Ok, je vais donner du pain, et c'est chiffrable ce que j'ai donné. » Comment dire, dans cette attitude de liberté, c'était aussi lié à ce que je vous disais, j'ai fait mon budget prévisionnel, je m'en libère. Ça veut dire que je suis libre je suis libre dans mes choix économiques. Ensuite, une attitude de sobriété et d'épargne. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui nous avait été évoqué par Marc Chesney, l'importance de l'épargne. Dans ma réflexion sur mon budget prévisionnel, il y a bien sûr la ligne des revenus que je veux avoir pour faire vivre une famille. Donc, comment est-ce que je peux faire vivre une famille en étant agriculteur? Donc, ce qu'on a fait avec Alkia, c'est qu'on a budgétisé concrètement avec une vie sobre. Qu'est-ce que ça peut me coûter? Si je gagne plus, tant mieux, ça peut permettre des extras. Mais l'objectif, ce serait de pouvoir vivre avec 2000 € pour un couple. Donc ça implique une vie sobre. Et une capacité d'épargner par un EBE, l'indicateur que je vous présentais, qui est convenable. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le rapport entre l'EBE et le chiffre d'affaires en grande culture, quand c'est un conventionnel, il est à peu près de 30%. Ça veut dire que dans toutes mes ventes, admettons, je vends 1000 € une année, je vais gagner 300 €. C'est ça, 30%. Non, 1000 €, je vais gagner 300 €, c'est ça? Je vais vendre pour 1000 €, je vais gagner 300 €. Avec le pain, je vends 1000 € de pain et je vais gagner 700 €. Donc, l'objectif de cette manœuvre, c'est de me dire, pas chercher forcément à augmenter mon volume de production, mais plutôt chercher à augmenter ce rapport de BE sur chiffre d'affaires. Et en fait, cette attitude paysanne, elle se veut utile pour édifier le royaume de Dieu en fondant des foyers de lumière. Ça, c'est la vocation des membres des journées paysannes. Et ça peut se faire je pense spécifiquement en faire par l'évangélisation centripète. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément aller faire du porte-à-porte, mais on va faire en sorte que les gens puissent venir à la ferme et voir, par la grâce de Dieu, la paix qui peut y régner. Et la joie. Et le distributisme missionnaire, je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer de travailler ces 2 jours. C'est comment est-ce que, en permettant à des personnes d'accéder au foncier, elles peuvent reproduire un modèle qui est calé sur une vie de famille. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Je vous rappelle que Jean-Yves et Mathieu sont membres de notre conseil d'administration. Jean-Yves depuis très longtemps, il est vice-président, et Mathieu, comme il vous l'a dit, depuis peu. Donc si l'intervention de Jean-Yves était très technique, c'est à moi qu'il faut... C'est moi qui en porte la responsabilité, j'en suis désolée pour ceux qui ne sont pas de la partie. Mais je lui avais demandé des chiffres. Voilà. Et en Mathieu, vous avez vu un merveilleux fruit de l'esprit des journées paysannes et nous en sommes très fiers. C'est notre Benjamin.
Et nous espérons qu'il sera rejoint par d'autres jeunes. Voilà. Et... Donc